Voilà, merci à toutes et à tous. Hein. Merci à Luc Delis d'être venu ce soir. Bon, ça nous fait très plaisir de recevoir Luc. On se tutoie peut-être. On se tutoie, ça, ouais. ça sera plus naturel. Quitte à repasser au vouvoiement voilà, quand ça sera terminé. Quand on sera venu. On est très heureux donc d'accueillir Luc, qui est un auteur que j'ai découvert moi, très récemment. Donc je suis lancé maintenant dans le parcours de ces romans qui sont déjà quelques-uns. Donc en fait, je n'ai lu que les deux derniers, hein, si je ne me trompe. 2013, donc pour lequel on est là ce soir. Mais tout à l'heure, on parlera un peu du professeur de scénario, qui est un livre qui m'a beaucoup plu également, et dans un genre très différent finalement de 2013. Même si on retrouve une caractéristique que je trouve particulièrement plaisante dans cette écriture, c'est cette espèce d'ironie subtile hein, du narrateur, en fait, dans tous les cas, qui est confronté à des événements terribles, dans le cas de 2013, à des événements potentiellement terribles, dans le processus de scénario, même s'ils ne sont pas de la même échelle, hein, bien entendu, on ne parle pas ici de crise mondiale, mais plutôt d'une crise dans une université. Mais il y a un personnage très singulier de narrateur. Alors donc, pour parler de 2013, peut-être, moi je vais m'asseoir aussi, peut-être Luc, c'est une anticipation très proche, ce qui est une forme assez rare en fait finalement d'écriture. Autant dans le champ de la SF, des anticipations, il y en a énormément, mais des choses qui prétendent écrire l'année prochaine, c'est assez rare. Comment t'es venu cette envie Il y a deux choses. La première, vous n'avez pas lu majoritairement 2013, mais je ne fais qu'anticiper votre lecture qui commencera dès ce soir. C'est un livre dont le fond narratif, le fond fictionnel, le fond de récupération personnelle du dispositif m'est extérieur. La plupart de mes romans sont des variations sur des choses que j'ai connues ou que j'ai pu connaître ou qui me sont presque arrivées ou qui me sont arrivées tout à fait, mais pas exactement de cette manière-là. Donc c'est pour ça qu'en général, je considère que mes livres appartiennent à un genre qui serait l'autobiographie imaginaire, mais pas seulement imaginaire, aussi autobiographique. Des démarrages qui sont exactement ça, et puis je tourne un peu le rhéostat et je fais un peu plus que le réel, parce que le réel, vous le savez, est très mauvais scénariste. C'est un bon poète, la vie est un bon poète, mais un mauvais scénariste, c'est-à-dire elle a un matériau magnifique et n'en fait rien, elle ne sait pas finir. Donc moi je finis pour elle, on collabore, la vie et moi, pour écrire des scénarios. Dans 2013 Année Terminus, le matériau, c'est pas ma vie, ou à peine, c'est l'actualité. L'actualité de 2012, de la fin de 2011-2012. Pour la première fois, j'avais l'impression, peut-être l'avez-vous eu aussi cette impression, qu'il se passait quelque chose, vraiment quelque chose. Des choses qui se passent, des dictatures dans des pays de l'autre bout du monde, ça. On sait bien que c'est important. Tout notre humanisme nous dit ça compte, c'est fort, c'est nous, on n'est qu'une seule planète, tout ça. Mais comme le disait il y a très longtemps Mauriac, pour les drames collectifs, nous ne sommes pas vraiment armés, nous ne sommes à l'aise, nous pouvons reconnaître vraiment la densité du drame quand ils nous redeviennent individuels. Donc les choses qu'on apprend, qu'on voit sur écran, ne sont pas tout à fait vraies. En 2011, avec les raz-de-marée qui ont frappé à plusieurs reprises le Japon, et tout d'un coup, le spectacle, quelque chose arrivait, et qui avait la forme d'une fin orchestrée, d'une fin totale, d'une fin du monde, j'ai eu l'impression qu'il se passait quelque chose de nouveau. J'étais au fond un frustré, des gens qui avaient dit, moi quand il y avait la guerre froide, j'avais vraiment l'impression que ça allait péter de ça. Moi, quand je suis arrivé à l'âge adulte, la guerre froide, c'était une mascarade dont les spécialistes de Sartre en entendaient encore parler en lisant les vieux temps modernes, mais personne ne croyait que Gorbatchev ou Helsinki allaient faire une guerre, c'est fini tout ça. La chute du mur Berlin, j'ai bien compris que intellectuellement, politiquement, c'était significatif, mais j'avais pas l'impression que quelque chose fondait, coulait sous mes pieds comme la fin de Carthage ou Sodome et Gomorrhe. C'était quelque chose parmi les objets du monde. Le Japon, tout d'un coup, j'avais l'impression qu'il se passait quelque chose. Je retrouvais en fait le sentiment que j'avais, cette espèce de jalousie admirative que j'avais quand j'étais étudiant et que je rencontrais quelqu'un dont on me disait, tu sais, ce type-là, 45 ans, 50 ans, je sais pas, exercice d'un métier normal, il a été torturé par les Gestapo, il s'est enfui par la fenêtre, tout ça, parce que évidemment, quand j'étais étudiant, les gens qui avaient connu la guerre
était encore actif. Il n'était pas comme aujourd'hui des gens qu'on va interroger avec beaucoup de précautions. Est-ce que vous accepteriez de nous livrer votre dernier souvenir sur cette terre? Ils étaient encore, ils avaient crapahuté avec la Gestapo et maintenant ils étaient là, ils étaient éventuellement mon directeur de mémoire ou ce genre de choses. Et là, je reconnaissais ça. Il se passait quelque chose. Ça m'a excité, ça m'a donné envie de ne pas écrire avec moi, mais d'écrire avec le monde. Et puis alors, il y avait la question de la forme. Qu'est-ce qu'on allait dire? Je me suis mis à m'intéresser à beaucoup de choses. Je lisais pas tellement la presse. J'ai lu tous les jours sur Internet, la presse. Et il est devenu évident à mes yeux que la grande actualité, la force des choses, c'était pas les accidents, les risques, les périls, le terrorisme, tout ça. Bien sûr, tout ça y participait. C'était l'économie. On voyait quelque chose qui se mettait en place et qui était en train de cracher de manière visible. Et ça m'a intéressé. Donc, au fond, je suis entré dans ce roman par le suivi de l'évolution économique. On voyait tout d'un coup, à partir du moment où on a vu qu'il fallait des dizaines, des centaines de milliards pour essayer d'empêcher des dettes d'État de ne pas être achetées, etc. On a bien compris que cet argent, on avait toujours cru qu'il venait de quelque part. Mais non, il ne venait de nulle part. Il fallait le retirer des coffres. Non, on le fabriquait. On créait. Il y avait des choses qui se mettaient en place et j'avais l'impression que, comprenant un peu l'économie, je comprenais un petit peu l'âme du monde moderne, que c'était vraiment ça. Donc j'ai commencé à écrire. Et puis il y avait la question, qu'est-ce que je vais écrire? J'ai pas envie d'écrire un essai, j'ai pas envie d'écrire un pur roman. J'avais l'idée de faire une fable et de faire une fable utopique. Mais avec la matière d'aujourd'hui, donc avec quelque chose qui, dans 10 ans, aurait changé de forme et qui ne m'intéressait pas. C'était maintenant un peu prolongé. 2013, c'est maintenant un peu prolongé. Alors j'avais une idée que pendant tout un temps, elle était présente dans la lettre même du texte de 2013. C'était qu'on était sur une planète jumelle. Que au fond, les commencements sur les deux planètes, les commencements sur les deux planètes étaient identiques, mais qu'il y avait des variations de genre, etc. Donc, sur les deux planètes, aux élections présidentielles du printemps dernier, il y avait Sarkozy et Hollande. Sur la planète A, c'est Hollande qui gagnait. Sur la planète B, c'est Sarkozy qui gagnait. Donc j'ai écrit un passage que je trouve d'ailleurs extrêmement réussi. Et finalement, pour des raisons littéraires différentes que je n'ai pas gardées, on voyait la surprise d'un certain nombre de commentateurs en découvrant que c'est quand même Sarkozy qui avait été réélu contre tout bon sens. Et puis il y a quand même aussi la pression de l'éditeur disant tu crois Luc que ton livre va sortir après l'élection présidentielle, est-ce que c'est bien habile de commencer d'entrée de jeu par quelque chose que tout le monde saura faux? Mais lui disais-je à mon éditeur, mais c'est une fable, on s'en fout de la réalité. Oui, mais enfin c'est vite. Maintenant la réalité nous a rattrapés puisque j'ai annoncé, enfin j'ai pas annoncé, j'ai pas prophétisé, puisque je raconte aussi un certain nombre d'effets de réel liés au fait que le nouveau président des États-Unis est Mitt Romney. Je sentais que mon éditeur, malgré que je lui avais dit, mais on s'en fout, la réalité c'est une fable, ça se passe sur la planète B. Il espérait, tout en souhaitant profondément qu'Obama soit élu, il espérait confusément, pour le bien du livre, pour pouvoir mettre sur un blog, Luc Delis, ce premier a prévu à 6 mois d'attente. Moi je m'en foutais complètement. Je disais, ça conforte mon projet littéraire, que ce ne soit pas Mitt Romney, le vrai Mitt Romney. Je veux dire, on n'aurait même pas la force du serrer à la main s'il était dans ces débats. C'est le Mitt Romney fictif, ce qu'il représente. Je veux dire, un autre pan, quelqu'un qui constitue sa politique aussi sur un contre-modèle parfait qui est la France. C'est magnifique, moi ça m'excitait, je veux dire, enfin voilà quelqu'un qui mange le morceau, les autres ils font « Oh peut-être la France, je connais pas très bien ça ». Lui il avait été missionnaire mormon, tout ça, il savait qu'il n'aimait pas, donc on avait enfin quelque chose. Voilà. Et puis alors s'il m'aidait quand même, parce que je suis profondément romancier, que j'aime pas le ton trop distancié de la fable, j'y ai quand même mêlé des éléments strictement, un ton romanesque. C'est-à-dire que le récit a une vocation de fable, mais il n'est pas écrit à distance, le côté « il était une fois » même hyper malin que peut avoir par exemple Voltaire, un grand modèle, Zadig ou Candide. J'ai essayé que la matière, que le rythme, le tempo dans l'oreille soit quand même celui du roman, que les gens parlent, qu'est-ce que c'est un roman? C'est quelque chose qui ne parle pas sur la réalité, mais qui la donne, qui essaie d'en faire sentir l'épaisseur. Dans un roman, il faut sentir la résistance des portes, il faut sentir quand on boit un mauvais vin, je ne dis pas du tout ça pour celui que j'ai bu ici, son âpreté, il faut qu'il y ait une résistance du matériau. Donc j'ai essayé que cette résistance soit là,
que ce ne soit pas quelqu'un, un esprit tout connaissant qui jonglait avec les choses et qui disait il fut un temps où, etc. Mais que ce soit aussi quelqu'un qui cavale dans l'Europe en train de se déglinguer en essayant de planquer sa famille et en regrettant peut-être plus encore que la disparition de l'euro, la disparition du café, qui est, je vous le signale, une des métaphores importantes. Qu'est-ce que serait la rareté pour moi ? Est-ce que c'est la disparition de la viande ? On peut filer du récit facile avec il n'y a plus de viande, il y avait la viande une fois par semaine. On voit très bien ce que Marcel Aimé ferait avec la viande. Mais moi, ça me paraissait plus intéressant de laisser de côté la question de la viande et de dire qu'est-ce qui se passerait si le café, moi, le café, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, j'en vis. Je bois le café le matin, le midi, le soir. J'ai plus faim, j'ai plus soif, encore un café, mais oui, volontiers, etc. Je bois du mauvais café, je bois plus de mauvais café que du bon. À la fac, il n'y a que des distributeurs de mauvais café. Il faut vraiment qu'il soit exécrable pour que je n'en bois pas. Donc, j'ai imaginé comme un effet de réel en 2013. Pour moi, c'est un chapitre important. Il y a 2 choses qui ont disparu. Le reste, ils font un peu ramer, mais on trouve, c'est le café et le chocolat. Voilà, donc, et oui, voilà, donc, je trouvais que c'était un cauchemar. C'est un cauchemar en pente douce, bien sûr, par rapport à une balle dans la tête ou les camps d'extermination, mais c'est quand même comme ça que ça commence. Je veux dire, là, pour faire entrer par une fissure le drame dans la vie quotidienne par des petites choses, comme une petite fuite de gaz. C'est pour ça que 2013 pourrait être continué. C'est marrant que tu parles de cauchemar en pente douce, parce qu'au moment où je l'ai lu, donc 2013, il y a quelques semaines de ça, il est tombé pile entre 2 lectures relativement récentes, qui décrivent en fait les 2 pôles que tu viens d'écrire. D'une part, Mathieu Larnaudy, Les Effondrés, qu'il a écrit il y a un peu plus de 2 ans, donc, mais qui traite de la crise de 2008, et de sa brutalité, et en fait il cherche à traiter l'effet de choc au sens presque militaire du terme, que ça a justement sur les principaux supports en fait du capitalisme financier, les milliardaires, le directeur de la réserve fédérale. Et donc là, en partant de faits réels également, il décrit ça avec une phrase très spéciale, mais il n'y met rien de personnel surtout. Il nous fait une fresque magnifique que j'adore, mais qui est la version désincarnée en fait de cet effondrement que subit chacun. Comme si c'était un regard d'historien, tu veux dire ? Non, c'est un roman, parce qu'il le traite d'une manière en fait où tu as cette succession de figures, il y en a une quinzaine, de gens qui sont soit très célèbres, soit moyennement célèbres, mais qui tous ont un instant où ils n'y croient pas en fait, à cet effondrement, les 4 mois qui suivent l'effondrement de Lehman Brothers, qui est donc le feu aux poudres, et dont tu gères les suites et l'accentuation. À un moment où, en 2009, on ne sait pas encore en fait si ça va durer, pas durer, etc. Mais il y a ce côté où il y a des gens qui se suicident, réellement, des milliardaires allemands qui vont se suicider, se mettre sur des rails. Greenspan, qui devant le Congrès, la commission d'enquête du Congrès, est obligé d'avouer qu'en fait, il est possible que ces 25 dernières années, il ait peut-être fait une sorte d'erreur fondamentale. Des choses quand même qui sont fortes, quoi. Et à l'opposé de ça, c'est le pôle personnel en fait, de mettre un narrateur qui est en situation, quelqu'un qui le fait, mais qui lui du coup tend en général à ne plus s'occuper ou marginalement de la fresque arrière, c'est Jérôme Leroy, dans un genre très différent, puisque je parle pas de ses polars, mais de sa fiction apocalyptique. Oui, j'entends bien. Et où là, il y a ce côté où ce qui compte finalement, c'est ce que la personne va vivre comme quotidienneté, alors que tout se délite autour. Et moi, c'est ce qui m'a excité dans 2013 à mes souvenirs, c'est cette distance que garde le narrateur, tout en traitant des choses très concrètes. Il faut effectivement mettre sa famille à l'abri, et puis traiter tout un tas de problèmes urgents, qui sont devenus urgents, autres que l'absence de café, mais dont l'absence de café fait partie. Et il y a cette façon de personnaliser en fait les... Il était assez facile, il y a un moment où on sait faire un petit peu quand on écrit. Il était assez facile de décrire des événements personnels ou vécus personnellement qui étaient plus tragiques. C'est assez facile de décrire l'horreur, de l'intégrer dans la personne du narrateur ou autour de lui. Et en fait, le choix que j'ai fait pour le meilleur, pour le pire, c'est de capter des éléments tragiques que j'ai peu ou à peine inventés. Le suicide en direct d'un type sur la place Saint-Agma à Athènes, ou le viol de cette femme qui s'appelle Oksana, qui m'avait vraiment frappé fortement, ou les réseaux d'intégration j'en ai eu dans mes étudiants, des étudiants étrangers, des étudiantes étrangères
qui finissent par me dire comment elles sont arrivées ici et par quelles filières elles ont passé, est-ce qu'elles ont dû faire pour arriver, je veux dire, enfin on sait que la fin du monde elle est tout le temps là, je veux dire, d'une manière, et que quand je parlais, moi je parlais plutôt des pannes d'ascenseurs, enfin des ascenseurs débranchés, du café qui n'est plus là, des gens qui font des travaux d'utilité publique, des cadres qui ratissent les allées ou qui nettoient les vitres, mais mal parce qu'ils savent rien faire de leurs 10 doigts, les cadres, avant d'aller travailler, etc. Donc des petites choses qui montraient simplement que je décris un monde qui avait un peu changé ou qui était un peu différent par rapport à ce qu'il y avait ici, qui n'était pas apocalyptique, mais qui était un contrepoint. C'était la main gauche du clavier, alors que la main droite assénait des réalités qui sont dans tous les journaux, que je n'ai pas beaucoup. Certains s'étonnent par exemple, je raconte à un moment donné qu'en Grèce, l'État encourage les fonctionnaires à prendre des congés sabbatiques pour aller faire des travaux personnels. Et notamment qu'il y a des employés du Trésor, des employés du fisc, qui deviennent conseillers personnels de gens de plus ou moins mafieux qui cherchent à frauder le fric. Donc ils sont en congé de l'État pour aller aider les... Bon. Et les gens, plusieurs personnes dans les interviews m'ont dit, vous avez quand même été fort. Je l'avais à peu près, je ne vais pas dire recopié, mais je m'étais inspiré directement d'un article que j'avais lu dans Le Monde en février. L'invention n'est pas où elle est, où on croit. Les choses les plus surprenantes, parfois j'en rajoute un petit peu, l'Inde qui, pour assurer sa puissance géopolitique, décide de faire une journée de sa force atomique, une journée de la bombe, et choisit la date d'anniversaire de Gandhi pour occulter aussi le grand péché de Gandhi, qui serait pas qu'il était aussi raciste, ce qu'apparemment il était, mais qu'il était sans doute bisexuel. Donc on gomme ça en l'associant à la grandeur du pays, qui est la puissance atomique et la capacité de détruire le monde. Enfin, il y a des choses comme ça qui sont un peu inventées, mais j'ai plutôt inventé mineur et reconstitué, retransformé en majeur ce qui existait, ce qui me venait du monde, quoi. Les séismes sur le Japon, la menace sur son système atomique étant plus frappant, plus dangereux, plus périlleux, plus universel comme menace que la disparition du café. Mais je trouvais que les deux ensemble, ça commençait à faire du sens, et du sens mélodique, pas du sens intellectuel. Parce qu'un livre, c'est de la musique, c'est la musique pour créer des émotions, c'est pas pour s'instruire. Je veux dire, quelqu'un qui lit un roman ou une fable pour s'instruire est un con, on peut bien dire. Je veux dire, la finalité de la littérature, c'est le plaisir. Qu'on puisse s'instruire aussi en plus, ça c'est bien sûr. Si on lit les Mille et une nuits, on apprend aussi des choses sur la vie à Téhéran, mais c'est pas la finalité. De même que si on fait beaucoup l'amour, c'est bon pour les abdominaux, mais c'est pas la finalité. Quelqu'un qui le ferait que pour les abdominaux, c'est un con. Voilà, je le dis, je devrais pas. Ce qui est drôle, si je peux dire encore un mot, parce que je ne veux pas vous bassiner avec, c'est que les deux remarques, les deux retours que j'ai eu le plus souvent sur ce livre, qui commence à diffuser, à avoir un petit lectorat, c'est le premier, c'est sur l'affaire DSK, qui selon moi était quelque chose de plutôt secondaire dans le livre et qui a frappé. Et le deuxième, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. J'ai l'impression que tout le temps, il faut redire, si vous me permettez de finir comme ça, tout le temps, il faut redire qu'est-ce que c'est la littérature. C'est quelque chose qui ne dit pas, attention, copier-coller du réel, mais au contraire, je casse, je transforme. Enfin, vous vous souvenez, le dernier interview de Céline, il dit, quand on plante un morceau de bois dans l'eau, à cause de la diffraction de la lumière, ce morceau a l'air cassé. Donc si on veut qu'il ait l'air droit, je dois le casser exprès et rétablir la divergence pour que visuellement il ait l'air droit. Céline, c'est Céline, mais je veux dire, c'est une métaphore simple et en quelque sorte artisanale, mais très claire de ce qui se passe. Bien sûr, on se sert tous de la réalité de l'information, on lit des journaux, on va au cinéma, on a une sorte de vie personnelle, mais ça ne devient vrai que quand on a tout redispatché et on reçoit des pièces de puzzle dans le désordre, on nous dit ceci est un morceau de ciel, mais si nous, on se rend compte que ça va mieux marcher si on le met comme couleur du vase dans un coin du meuble dans le puzzle, c'est encore mieux, quoi. Je veux dire, les pièces du puzzle ne sont pas numérotées et la littérature c'est numéroté autrement que le sens courant, je crois, les choses. Je pense que mon éditeur avait un tout petit peu peur
que j'ai un procès à cause de CKC qui semblait être un double DSK et dont je disais plus que ce que la presse dit sur DSK, mais c'est parce que c'est CKC et pas DSK. Et l'autre chose, c'était la mort de Gérard Depardieu. Ça le tracassait un peu, c'est demandé. Est-ce que tu ne trouves pas que tu vas... Parce que à l'occasion de la mort de Gérard Depardieu, je disais sur Gérard Depardieu tout ce qu'il faut savoir sur sa carrière, sur ses interviews insolentes, sur sa grandeur shakespearienne, tué par une espèce de course à la mort, etc. Je disais, mais personne ne le saura, parce que tu sais, ce livre, personne ne le lira, ce sera caché dans le livre. Bon, ce qui ne le je visais à le rassurer, mais ça ne le rassurait nullement. Mais rassurer un éditeur est quelque chose qui n'est pas facile pour un écrivain. Même le succès ne le rassure pas. Il sent bien que le pire est devant lui, et c'est la seule promesse qu'un auteur puisse faire à son éditeur, et même à son public, c'est vous n'avez encore rien vu. Peut-être un petit mot sur le livre précédent, le professeur de scénario, là qui est, comme on n'était pas dans le futur, mais dans un présent en fait, légèrement intemporel, mais là cette notion d'autobiographie imaginaire en fait est encore plus présente, parce que tu es professeur de scénario aussi. Donc, on peut dire que le masque soit très bien. Il y avait forte proximité, même si tu as eu la prudence de déplacer l'intrigue dans une autre ville francophone que Bruxelles. Tu l'as placé à Genève, donc je vais manger le morceau sur un truc. Je l'ai placé à Genève pour des tas de raisons, notamment parce que une femme que j'ai beaucoup aimée habitait à Genève, donc j'avais des souvenirs émotionnels qui pouvaient trouver leur force. Pourquoi j'en parle à l'imparfait, que j'aime toujours. Et d'autre part parce que j'ai un vieux combat souterrain. On a le droit d'avoir une ou deux manies. Il faut être le plus sage, le plus sain, le plus normal possible quand on est écrivain. Il faut être parfait. On demande à un écrivain finalement ce qu'on demandait aux athées au XIXe siècle. Prouvez par la sainteté de votre vie la justesse de votre tête. Moi, je prouve la justesse de la littérature par une vie d'ascète. Enfin, je vise toujours à une sorte de pureté. Pas strictement sexuelle, mais disons morale. Et une de mes lubies quand même que j'ai deux ou trois lubies. Je hais la chaleur, donc pour moi le bonheur c'est le froid. Donc j'ai choisi Genève aussi parce que c'était une ville qui n'est pas glaciale, mais enfin il y a le Mont Blanc autour, donc ça crée une sorte de bulle de froid qui me faisait du bien. Je situe la même histoire à l'université, mettons de Montpellier, c'est pas le bout du monde, et je commence déjà à me sentir mal, j'ai un peu mal à la tête. Je hais la chaleur. Et l'autre chose, c'est que j'ai une haine intellectuelle qui n'a rien à voir avec l'aspect religieux sur le protestantisme. Je pense que tout ce qui me déplaît dans le monde est de façon directe ou indirecte lié à un certain rapport à la loi et au livre, au texte, que j'appelle, faute de meilleur terme, le protestantisme. Donc c'était commode Genève, parce que c'est la ville du calvinisme, et il y a le Mont Blanc autour, donc je pouvais jouir de l'idée que c'était une perle froide. Donc le plaisir absolu, le froid magnétique, le froid gris-perle, avec le Mont Blanc, avec le lac, etc. Et l'ennemi absolu, mais feutré, le calvinisme, qui est la pire forme du protestantisme à côté de ça. Les luthériens sont des gens délicieux et qui on va boire des coups dans les cafés en province. Et à part ça, c'est le moins fictionnel de mes livres. Tout ce que je raconte, pour ça que je dis c'est hors micro, tout ce que je raconte, y compris la culpabilité très vraisemblable de quelqu'un, y compris un suicide, y compris les trucs, y compris les étudiants, tout est réinventé bien sûr parce que c'est réécrit, mais il s'est passé non pas des choses approchantes, mais quasiment exactement ça. Ça se passait à Rennes 2, l'université de Rennes 2, et je ne sais pas pourquoi j'ai senti que Rennes 2... Mon enseignement à Paris ne me débouchait pas sur Genève, mon enseignement à Bruxelles non plus, mais Rennes 2, c'était déjà un peu la Suisse, avec quelque chose, la Bretagne, la mer, etc. Donc j'ai pris cette université, je la vois comme ça, ce couloir, et je l'ai porté virtuellement sur Genève. Et puis j'ai dû arranger un petit peu, parce que les bâtiments ne sont pas les mêmes, donc j'ai un peu arrangé. C'est comme ça que j'ai cassé les couloirs de Rennes 2, et que j'ai inventé ce système qui est très récurrent dans le roman. Tout se passe par demi-couloir. Les pouvoirs, les contre-pouvoirs sont en demi-couloir, les filières sont en demi-couloir. Dès qu'on change de demi-couloir, on est dans le camp opposé, etc. Et donc j'ai été faire des repérages à l'université, dans le parc à Genève, pour voir comment insérer l'université moderne et longiligne de Rennes 2 dans le bâtiment plus torturé, plus calviniste de Genève.
Et à part ça, je me suis rendu compte que cette lubie complète allait me servir, parce qu'il y a évidemment dans un roman, il ne s'agit pas de donner des bons points, il n'y a aucune haine pour les gens, il n'y a pas de sortie contre le calvinisme, c'est juste une légère fuite de gaz. À certains moments, les gens sont normaux, et puis tout d'un coup, pof, la loi, enfin le texte, le livre, et évidemment, par définition, le narrateur qui ne dit rien, on se doute bien que s'il ne dit rien, s'il n'est rien, c'est qu'il est, comme tout le monde, ou pratiquement tout le monde ici, athée d'origine catholique, quoi. La bonne formule. Et donc, voilà, donc il y a une espèce de décalage comme ça qui fonctionne et qui fait que c'est un balai entre un certain nombre de personnages et d'autres personnages. Tout se passe bien, ils sont normaux, ils sont ensemble, ils parlent la même langue, ils sont de la même faculté, mais il y a des secrets. Certains sont calvinistes et d'autres pas. Et c'est dit nulle part, mais moi, ça me donnait une sorte de tempo comme ça qui faisait que je les faisais parler différemment. Ce qui fait une grande partie du plaisir de ce roman, c'est cette façon de décrire ce microcosme universitaire, mais qui a attrapé, enfin saisi à un moment donc réel ou imaginaire, mais de crise, puisqu'en fait le département des études cinématographiques doit changer son mode de financement, et par ailleurs est complice et associé au département qui n'a rien à voir avec lui, qui est le département du 19e siècle, mais qui partage en fait un certain nombre de demi-couloirs avec lui pour des raisons purement budgétaires. Et donc ces gens ont un destin commun. En même temps, il y a un système d'alliance, mais d'une infinie subtilité stratégique. Donc c'est vrai que ça fait penser à des gens comme David Lodge dans ses façons d'écrire des microcosmes avec beaucoup d'intensité. Je pense que David Lodge, dans les livres qu'on imagine, que je n'ai pas forcément lus, est plus satirique. Et que moi, il y avait le côté... Mais avec quand beaucoup moins d'humour, en fait. Oui. Je trouve qu'il y a beaucoup plus d'humour dans le processus de scénario. Et surtout, il y a un narrateur qui est extraordinaire, je trouve, parce que c'est un bel archétype du narrateur non fiable, non pas parce qu'il vous ment comme un arracheur dedans, du tout, au contraire, il ne ment jamais. Mais il y a tout ce qu'il ne dit pas. Et là, c'est exceptionnel quand on le réalise, parfois par hasard, en fait. Mais ça, il ne me l'a pas dit. Il y a ce moment de saisissement en disant ah mais alors je peux pas lui faire confiance à ce narrateur en fait, enfin pas complètement. Il y a tout un jeu avec le lecteur qui parce que évidemment le truc c'est que l'auteur, me semble-t-il, un auteur quel qu'il soit, ne doit pas mentir, ça n'a pas de sens. Enfin, il peut avoir un jeu sophistiqué comme Borges par rapport à la vérité, mais il ne peut pas mentir. Par définition, ce qu'il dit est, puisque le monde n'existe que par sa parole. Donc son mensonge, c'est une notion contradictoire. Par contre, les personnages qu'il invente, eux, peuvent mentir. Mais quand le personnage principal est une espèce de matérialisation de l'auteur lui-même, une sorte d'ectoplasme un peu plus rusé, parce que l'auteur, lui, c'est un grand convalescent semi-paralytique, mais les personnages issus de lui galopent davantage, sont plus vifs, plus fins, plus impétueux, plus insolents. Et on se rend compte en fait que c'est pas facile de gérer du mensonge exprès qui représente la psychologie des personnages et pas les ruses de l'auteur. Curieusement, on a l'impression, ou alors on fait comme Balzac, on invente un menteur comme on invente un avare. Mais si on le fait pour des besoins liés au récit et pas pour faire un portrait d'un genre ou d'un type de psychologie, c'est pas évident. Et effectivement, tu mets le doigt dessus. La meilleure façon de gérer un mensonge de personnage, c'est surtout si c'est le narrateur, c'est qu'il ne dise pas tout. Au fond, il y a un modèle de ça. C'est un roman policier que j'ai lu quand j'étais adolescent, que tout le monde a lu peut-être et qui m'a vraiment frappé de ce point de vue-là. C'est Le meurtre de Roger Ackroyd, qui est quand même une réussite, puisque c'est raconté loyalement par un personnage de narrateur grâce auquel on sait tout. Il y a quand même une petite chose qu'il n'a pas dit et qui jette une perplexité sur la nature de ce qu'il raconte. Il reste une vraie ambiguïté, puisque pour ceux que ça intéresse, vous savez que Pierre Bayard a écrit il y a quelques années un essai, cette fois, comme le fait souvent Pierre Bayard, donc un faux essai littéraire sur le meurtre de Roger Ackroyd en contredisant la thèse généralement acceptée, en exploitant les trous du texte, les silences. Donc, finalement, il y a plus d'une façon de lire ces silences que celle qu'on admet en tant que lecteur généralement. Donc, il y a une interprétation de tous ces silences du professeur de scénario. Alors l'autre idée, très rapidement à propos du professeur de scénario, c'était l'idée que
quelqu'un qui a enseigné le scénario, c'est-à-dire comment on construit une histoire, comment on l'organise, comment on noue les fils, etc. Un jour, placé dans une situation inédite, désagréable, dangereuse, périlleuse, ou en tout cas mystérieuse pour lui et autour de lui, allait essayer d'appliquer les techniques du scénario à sa propre vie. Le professeur de scénario, c'est celui qui tout d'un coup va utiliser le scénario pour sortir de ses difficultés réelles. Il sort du monde, il sort de la fiction, et il se dit, est-ce que je peux structurer ce qui se passe, est-ce que je peux faire apparaître la lumière en appliquant ce qui sert normalement à écrire une histoire. Et le résultat, la réponse, comme très souvent en littérature, c'est oui, je répète non, quoi. Ça marche, et en même temps, le résultat du fait que ça marche est tellement pire que s'il n'avait rien fait, que oui, ça marche, mais il vaudrait mieux. Il vaudrait mieux quand même que ça ne marche pas. Il n'y a pas de professeur de scénario. Je veux dire, certes, il y a des gens qui gagnent loyalement leur vie en s'affichant professeur de scénario, mais en gros, ça ne s'apprend pas. C'est-à-dire, on dit, voilà de quoi il s'agit, je peux vous éviter les erreurs, mais je ne peux pas vous donner le centre. Pour la périphérie, je suis fort. Si vous partez par là, je vous rattrape. Le centre, là où il faut sortir son âme et trouver des idées avec votre cerveau à vous, ça... ou bien vous savez faire de toute éternité, ou bien je peux juste vous aider à être vous-même si vous l'êtes déjà, mais si vous ne l'êtes pas du tout, c'est zéro chance. On ne le dit pas comme ça, mais c'est ça le truc, quoi. Et puis, voilà, donc, mais le scénario existe, mais simplement, il n'est rien d'autre que une ruse de notre propre raison. Il n'est pas une technique exportable à autre chose qu'à des objets émotionnels et narratifs, je crois. On peut imaginer une suite à 2013 ? Je ne sais pas. Déjà, il va falloir, comme mon éditeur reviendra du Japon, car le monstre est au Japon, il faudra que j'évalue avec lui comment il ressent la vie d'un livre, sans parler de ses ventes, etc., où toutes les choses qui étaient à voir quand le livre a été fini n'ont pas l'air de se réaliser. Je pense réellement qu'il comptait un tout petit peu, tout en souhaitant de toute son âme qu'Obama soit réélu, qu'il disait que ce serait quand même vachement bien si Mitt Romney avait... Et je me mets à sa place. Je veux dire, on voit comment on vend un livre comme ça. Je veux dire, le livre qui est annoncé 6 mois. Mais comme moi, évidemment, d'une certaine manière, j'ai jamais cru une seule seconde que Mitt Romney serait élu. Et que je me disais, ça fera bien comme fable, mais que personne ne sait exactement ce que c'est une fable, ni surtout dans la modernité, ni ce que c'est un roman. Donc il va y avoir une question méthodologique. Mais à supposer que je le convainque, ce qui est, on a vu plus fort, la suite, ce ne serait pas quelque chose qui s'appellerait 2014, tout recommence, etc. Ce serait peut-être de trouver une autre forme pour ce genre de choses. C'est-à-dire, quelque chose qui serait peut-être plus une réalité magique ou quelque chose. Peut-être un livre de quasi-fantastique, un livre quasi-fantastique qui se situerait dans une époque semblable à la nôtre, parce qu'au fond, l'anticipation à longue distance, c'est facile. Voilà, j'ai terminé, ce qui vous permet, si vous êtes en train de sortir à reculons, de ne pas devoir faire semblant que vous entrez, ce qui est très difficile, faire semblant qu'on entre en sortant. Sous prétexte qu'on marche à reculons, ça ne marche que si on a la pellicule pour inverser le rencontre. Merci beaucoup, Luc. Merci de votre présence. Donc je vous encourage vraiment évidemment à lire 2013 et le professeur de scénario. Les autres romans de Luc, je ne peux pas vous encore vous rappeler, moi je suis en train de me plonger dedans, puis à les faire lire autour de vous, parce que je crois que c'est des romans qui sont atypiques, qui ne sont pas du tout classiques et qui méritent d'être beaucoup plus connus qu'ils ne le sont pour l'instant, même s'ils le sont déjà de façon significative. Ouais. Au moment où nous parlons, à mon avis, en 1 heure de temps, je dois gagner dans le monde un lecteur, mécaniquement, comme ça. Mais si je parle trop, je peux en perdre 3, donc il faut trouver une balance. Je m'arrête donc ici.